Le 16 avril dernier, Le Monde titrait sur des dossiers de crédit immobilier bloqués à cause du taux d'usure. Le lendemain, les jours suivants, il y a des sites internet tels que MySweetImo ou d'autres qui relayaient la même alerte, cette fois en donnant des exemples plus concrets. Alors depuis, on a les courtiers qui montent au créneau, ils demandent une mensualisation du calcul du taux d'usure en urgence au gouverneur de la Banque de France. En fait, on a l'impression de revivre la mécanique de 2022, sauf que les chiffres, ils racontent une histoire un petit peu plus nuancée que celle-ci. Alors aujourd'hui, dans Passion Immo, on va regarder précisément les données, on va confronter les chiffres avec ce qui a pu paraître dans la presse ou sur des sites internet, et je vais essayer de vous donner des clés pour comprendre ce qui se joue vraiment en ce moment. Bonjour à tous, je suis Éric Nicolier, bienvenue dans Passion Immo. Passion Immo, c'est parti. Alors, quand on commence à parler de taux d'usure et de risques liés au taux d'usure, il faut être extrêmement précis sur les éléments. Qu'est-ce que ça veut dire finalement tout ça? Alors, je vais être un peu pédagogique, j'en suis désolé, mais ça me semble nécessaire pour qu'on comprenne la suite. Puis je vais essayer d'être le plus clair possible sur la question. En fait, il y a deux éléments à comprendre, ce qu'on va appeler d'une part le TAEG et par ailleurs le taux d'usure. Alors qu'est-ce que c'est qu'un TAEG? Alors un TAEG, c'est le taux nominal auquel vous empruntez auprès de votre banque. Exemple, votre banque, elle vous fait un crédit immobilier à, 3,5%. Ça, c'est le taux nominal. Mais à ce taux nominal, on va ajouter un certain nombre de choses. On va ajouter les intérêts, on va ajouter les frais de dossier, on va ajouter des frais de garantie, on va ajouter une assurance emprunteur, et ça va constituer le TAEG. Alors pourquoi on fait une différence entre le taux nominal et le TAEG? Tout simplement pour permettre une comparaison efficace entre les établissements bancaires. Parce que fondamentalement, un taux nominal, ça ne veut pas dire grand-chose. C'est pas parce qu'une banque vous fait un crédit éventuellement à 3% que c'est nécessairement mieux qu'une autre banque qui va vous faire un crédit à, par exemple, 3,4%. Parce que si la première banque, elle est plus chère en termes de frais de dossier, de frais de garantie, et que vous payez une assurance emprunteur élevée, finalement, la comparaison entre les taux nominaux a pas de sens. Donc, on a créé cet outil du TAEG. Donc ça, c'est le premier élément à avoir en tête, parce que on va parler pas mal de ce TAEG. Deuxième élément, le taux d'usure. Alors, le taux d'usure, c'est une notion qui, de base, est une notion qui prend sa source dans l'histoire. Au Moyen-Âge, on parlait notamment des usuriers. Alors, les usuriers, qui c'était? C'était des gens qui vous prêtaient de l'argent, mais avec des taux d'intérêt complètement dingues. Et de là est né ce terme usurier, qui est plutôt un terme très péjoratif, parce que finalement, c'est quelqu'un qui vous mange la laine sur le dos, pour reprendre encore une expression imagée. Bon, alors évidemment, là, l'usurier, on laisse de côté cette notion-là. Nous, on va parler de taux d'usure. Alors, taux d'usure, c'est un chiffre qui est calculé et publié par la Banque de France, donc c'est un taux officiel. Et que fait la Banque de France pour calculer ce taux d'usure? Elle fait la moyenne des TAEG pratiqués dans les banques au trimestre précédant la publication, d'où notion de décalage entre la réalité des TAEG pratiqués et le moment où on va publier ce taux d'usure, et on va revenir là-dessus parce que c'est sur ce décalage dans le temps que peut naître le problème. Et la Banque de France va majorer cette moyenne d'un tiers. Bon, après des réajustements qui font que notamment les grands établissements bancaires ont plus de poids que les petits quand il s'agit de calculer le taux d'usure. Mais bon, je laisse ça de côté, ça n'a pas d'intérêt sur la compréhension du phénomène. Donc,
au risque de me répéter, le TAEG va être la photographie à l'instant T du taux d'intérêt que vous payez réellement en incluant tous les éléments de votre prêt immobilier. Le taux d'usure va être un taux calculé par la banque. On prend la moyenne des TAEG et on va le majorer d'un tiers. Et en fait, il y a une règle toute simple qui dit les établissements bancaires n'ont pas le droit de prêter à un taux supérieur à celui du taux d'usure. Voilà, cette règle. Et initialement, cette règle, elle a été faite pour une raison simple, c'était de protéger les emprunteurs pour qu'ils ne se retrouvent pas finalement face à une banque qui leur prêterait à des taux qui seraient des taux absolument prohibitifs. On a une publication trimestrielle au journal officiel par la Banque de France de ce taux d'usure. Donc tous les 3 mois, on a cette publication. Il y a trois catégories de durée de taux d'usure. Il y a les taux à moins de 10 ans, ceux de 10 à 20 ans, ceux à 20 ans et plus. Donc on va catégoriser ça. Et pour donner un ordre de grandeur, au 1er avril 2026, dernière publication, le taux d'usure était de 4% pour les prêts à moins de 10 ans. Il était à 4,48% pour les prêts entre 10 et 20 ans. Et il était à 5,19% pour les prêts de 20 ans et plus. Donc on voit que le taux d'usure va être d'autant plus élevé que la durée de votre prêt est longue. Là encore, ça va avoir un intérêt pour la suite. Alors, il y a d'autres taux d'usure qui sont calculés pour les prêts à taux variables, pour les prêts relais, etc. Mais là encore, bon, on n'en a pas besoin à ce stade dans la discussion. Donc voilà les éléments purement factuels de la mécanique, mais il fallait un petit peu comprendre comment ça fonctionne avant de passer à la suite. La suite, qu'est-ce que c'est ? Deuxième partie, finalement, de notre démonstration. Qu'est-ce que la presse a dit cette semaine ? Le Monde a ouvert le bal le 16 avril. Alors, Le Monde, qui est plutôt réputé sur le sérieux de ses analyses, même si là, je vais être un petit peu critique quand même, je vais vous expliquer là encore pourquoi. Donc, Le Monde, dans un article du 16 avril, signé par Agnès Lambert, la journaliste qui traite souvent de ces questions-là. En gros, pour résumer, on a une alerte des courtiers. Vous financez Artémis Courtage, l'APIC, qui est l'association professionnelle des intermédiaires en crédit. Je vais reparler d'eux un petit peu par la suite. Donc, le Monde, l'article du Monde relate cette alerte de la part des courtiers. Le Monde rappelle, et on l'avait fait dans l'avant-dernier épisode de Passion Immo il y a 2 semaines, où on avait parlé de l'évolution des crédits immobiliers, qui était plutôt sur une pente ascendante, malheureusement, depuis les tensions au Moyen-Orient. On rappelle là encore la hausse des OAT, et Le Monde dit... Et c'est vrai que ce taux d'usure aujourd'hui, il repose sur les taux pratiqués en janvier, février et mars, mais seulement publiés au mois d'avril. Et qu'on a donc un décalage, et c'est là que va apparaître cette fameuse notion de décalage. Par exemple, quand en avril, on examine les TAEG, on les examine avec un taux d'usure qui a été calculé quelques mois auparavant. Et donc, on peut avoir ce qu'on appelle un effet ciseau, c'est-à-dire qu'à un moment donné, le taux d'usure n'a pas assez augmenté par rapport à la réalité économique de l'augmentation des taux de crédit immobilier. Et les crédits immobiliers, les taux de crédit immobilier, à un mois donné, ces taux de crédit vont rattraper mécaniquement le taux d'usure et poser un problème aux emprunteurs. Et là, l'article du Monde indique un chiffre, qui est un chiffre choc de l'APIC, l'Association professionnelle des intermédiaires en crédit, en disant « Attention, nous constatons que 14% des dossiers de crédit immobilier ont été bloqués à cause, j'allais dire grâce, ben non pas grâce, à cause de ce différentiel entre le taux d'usure constaté en janvier, février, mars et les taux des crédits au mois d'avril. »
Et donc, on a une demande officielle de Christophe Boichet, le vice-président de l'APIC, au gouverneur, qui date du 15 avril. Il faut que vous mensualisiez ces taux d'usure, enfin le calcul des taux d'usure, pour qu'ils soient non plus calculés tous les trimestres, mais calculés tous les mois. Le bénéfice de ça, parce qu'on l'a fait à une période donnée, j'y reviendrai là encore, le bénéfice de ça, c'est que ça va finalement permettre que le taux d'usure soit davantage calculé en temps réel que quand il ne l'est que tous les 3 mois. Ça, c'était l'article du Monde. Ensuite, on a un article dans MySweetImo le 15 avril, même alerte, mais cette fois avec des cas concrets. De couples qui se sont vus refuser des prêts. Je reviendrai plus tard là-dessus. Voilà. Et là, nous avons, là encore, Julie Bachet de Vous financer, qui plaide pour une mensualisation préventive. Donc, mensualisation du calcul du taux d'usure. On a un article de Moneyvox, là encore, qui voilà, remet une pièce dans la machine, en fait. Alors, l'article de Moneyvox, que vous pouvez aller consulter, hein, il fait un rappel quand même sur la méthode de calcul et son historique. Donc, il relativise un petit peu plus ce que ne l'a fait l'article du Monde. C'est une des raisons qui fait que je suis un peu dubitatif quand même sur les conclusions parfois hâtives de l'article du Monde. Mais toujours est-il que l'article de Moneyvox met en avant cette difficulté. Il n'y a pas eu que, donc on a d'autres articles. Je suis allé avant d'enregistrer l'épisode, je suis allé regarder. Bon, depuis, voilà, ça y est, c'est un petit peu la caisse de résonance. Le Monde a ouvert le bal, tout le monde reprend un petit peu l'information. C'est l'affolement également sur les réseaux sociaux, etc. Bon, voilà. Est-ce que y a réellement manière à s'inquiéter ou pas? Troisième partie de l'épisode, pour le coup, on va regarder, on va confronter les chiffres, parce que finalement, les chiffres, il faut qu'on les regarde quand même le plus précisément possible. Donc en fait, on va se poser 1 minute, enfin peut-être plus 2 ou 3, parce que si on écoute les courtiers, on a l'impression qu'on est revenu à 2022. Si on regarde les chiffres, c'est pas tout à fait le même film qui est en train de se jouer. Je rappelle la situation sur la période 2022-2023, qui, elle, effectivement, a posé problème. Si vous écoutez ou regardez plutôt l'épisode sur YouTube, j'affiche en même temps une courbe de cette période où on visualise très précisément la problématique. Qu'est-ce qu'on avait en fait en 2022 ? En 2022, l'écart entre les crédits, le taux des crédits immobiliers et le taux d'usure, il était très très proche, puisque au plus proche, on avait un écart de seulement 0,55 points. Alors, qu'est-ce qui se passait dans ces cas-là ? Quand vous rajoutiez à votre taux nominal vos frais de dossier, etc., votre assurance et ainsi de suite, vous dépassiez le taux d'usure et votre dossier, il était recalé. Et à l'époque, on a eu une période où les taux de refus dépassaient 40 à 50% des dossiers solvables, ce qui a été là un vrai problème. Et donc, on avait un taux d'usure qui était systématiquement en retard de 1 à 2 trimestres. Pourquoi ? Parce qu'on avait une remontée des taux d'intérêt et que le taux d'usure, il était à la ramasse derrière pour essayer de rattraper et qu'à un moment donné, ça posait un problème pour accorder les crédits. Et donc, la Banque de France avait pris une décision à ce moment-là applicable au 1er février 2023 et qui a été appliquée jusqu'à la fin de l'année 2023. On mensualise le calcul de ce taux d'usure de manière à s'éviter cette problématique. Donc, la mensualisation, elle avait permis quand même de remettre les choses en place parce que finalement, le taux d'usure réaugmentait plus vite. Et donc, on avait un taux nominal derrière qui était beaucoup moins à la traîne. Et donc, ça a résolu quand même une grande partie du problème. Sur la période actuelle, et là encore, si ceux qui me suivent sur YouTube, j'affiche un deuxième graphique avec les données les plus récentes. On a un taux d'usure, donc effectivement, on constate
que l'écart, parce qu'en fait, c'est pas tant le problème du taux d'usure lui-même et du taux nominal qui est un souci, c'est l'écart entre les deux. C'est l'écart qui va poser éventuellement problème. Et là, qu'est-ce qu'on constate en ce moment ? Par exemple, en juillet 2024, il y avait un taux d'usure à 6,16%. Les taux pratiqués par le marché, les taux des crédits immobiliers étaient en gros à 3,75%. On avait un écart de 2,41 points, ce qui en soi donc n'est pas un problème. Et là, en avril 2026, on a un taux d'usure qui a redescendu à 5,19% et les taux moyens des marchés sont en gros à 3,25%. Et là, on a un écart qui est redescendu à 1,94 points. Ça, c'est factuel. Donc là, en avril, nous avons un écart de près de 2 points. Je rappelle qu'au pire moment de 2023, cet écart, il était de 0,55 points. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, on a un matelas, on a un différentiel qui est 4 fois plus épais qu'il ne l'était au moment de cette crise du taux d'usure en 2023. Alors, l'article du Monde, il le reconnaît d'ailleurs à la fin de son article. C'est une information qui arrive un petit peu à la fin, après avoir été un peu alarmiste. Alors, maintenant, il faut, là encore, relativiser les choses. Est-ce que 2 points d'écart, c'est si important que ça ? Ça dépend de la situation de l'emprunteur. Pour l'immense majorité des emprunteurs, c'est un écart qui est largement suffisant pour absorber leur acceptation par la banque de leur projet immobilier. Maintenant, ça va être le problème de l'assurance emprunteur ici. Parce que l'assurance emprunteur, elle peut représenter faiblement 0,5 points à 1,5 points selon l'âge de l'emprunteur. Il y a la problématique des frais de dossier, frais de garantie. Quand vous êtes un couple de 35 ans en bonne santé, vous avez de la marge. Donc, ces 2 points d'écart, ils vont pas vous poser problème. Mais si vous êtes un couple, et c'est notamment un des exemples qui avait été pris dans un des articles que j'ai cités, si vous êtes un couple de 62 ans, admettons, qui avait des problèmes de santé, et qu'en plus de ça, vous voulez emprunter sur une période courte, compte tenu de votre âge, on a dit tout à l'heure que sur les prêts à courte durée, en gros d'une dizaine d'années, le taux d'usure était plus faible que sur les prêts sur des longues périodes. Donc là, le couple de 62 ans, il coche toutes les mauvaises cases, entre guillemets, évidemment, parce que s'il a des problèmes de santé, évidemment, ça va rejaillir sur son assurance emprunteur. Il emprunte sur une courte période, donc le comparatif avec le taux d'usure va être un comparatif avec un taux plus faible que s'il avait emprunté sur 20 ans. Et c'est effectivement sur ces dossiers-là qu'il peut y avoir en ce moment un souci d'emprunt parce que on va avoir sur quelques dossiers le taux d'usure qui va être rattrapé par le TAEG du candidat à l'emprunt immobilier compte tenu de ses caractéristiques. Mais disons-le, pour l'immense majorité des emprunteurs, il n'y a pas de problématique aujourd'hui. Et c'est en ce sens-là que j'ai trouvé quand même le discours de l'article du Monde un peu trop généraliste et un discours repris un petit peu par tout le monde comme ça. Ce qui m'amène à me poser une question quand même. Est-ce qu'il faut se méfier de ce que je vais appeler un biais corporatiste ? Ça va être la 4e partie de notre épisode. Qu'est-ce que c'est qu'un biais corporatiste ? Moi, c'est un truc que je rappelle toujours à mes étudiants. Vous avez devant vous, sur Internet notamment, des sources innombrables. Voilà, on n'a jamais eu autant d'informations à notre disposition. Mais est-ce qu'elles se valent toutes ? Non, elles ne se valent pas toutes. Alors, attention, je ne suis pas en train de dire que les courtiers mentent, pas du tout.
J'ai beaucoup de respect pour la profession. L'immense majorité d'entre eux travaillent, ont une conception de leur métier fondée sur l'éthique, l'accompagnement, le conseil, etc. Donc c'est pas le problème. Ils mentent pas ici. Mais en fait, ils parlent d'un endroit précis. C'est quoi cet endroit précis? C'est une profession dont le modèle économique dépend quand même en large partie du taux de transformation des dossiers. Quand un dossier limite ne passe pas, c'est un revenu qui disparaît a priori pour eux. Bon. Donc, il est légitime que les courtiers alertent, mais leur alerte n'est pas neutre. Voilà, c'est-à-dire que la PIC, là encore pour laquelle j'ai le plus grand respect, elle défend le point de vue d'une profession. Bon, donc il faut le prendre comme tel, mais il ne faut pas hésiter à le confronter à une réalité. Et ce qui me gêne un petit peu dans l'article du Monde, pour revenir sur cet article qui a un petit peu mis le feu aux poudres, c'est que, bien sûr, je trouvais tout à fait légitime qu'on interroge les courtiers, et notamment par l'intermédiaire de la PIC, mais ça aurait été intéressant d'interroger en parallèle un économiste, un représentant de la Banque de France, un universitaire, etc., voilà, pour confronter quand même un petit peu les dossiers. Autre point qui me gêne dans cet article du Monde, et je l'ai cité au tout début de l'épisode, ce fameux chiffre de 14% de dossiers bloqués. Alors, il vient de la PIC. Dans le Monde, on n'indique aucune information. Parce que moi, quand on me sort un chiffre comme ça, 14% de dossiers bloqués, moi j'ai envie de dire, oui, mais 14% par rapport à quoi? Par rapport à une masse de dossiers. Mais à ce moment-là, j'aime bien savoir lesquels. Combien de dossiers? Est-ce que ça représente l'ensemble du territoire? Est-ce que c'est 14% sur une période donnée? Est-ce que c'est seulement sur, je dis n'importe quoi, sur 15 jours? Ou est-ce que c'est sur une année complète? Il n'y a aucune information dans l'article du Monde. Là-dessus, j'ai trouvé que c'était un petit peu léger. J'ai fait une recherche, parce que moi j'aime bien, je suis assez curieux, puis j'aime bien savoir d'où viennent les chiffres. Ça vient un peu de nulle part, quoi, voilà. C'est-à-dire que quand on regarde, on va sur le site de l'APIC, il n'y a pas de communiqué de presse par rapport à ça, il n'y a pas d'informations précises, de méthodologie. Donc, je suis désolé d'insister là-dessus. Ce chiffre, moi je le prends pas. Voilà, tout simplement, tant qu'on ne m'a pas indiqué à quoi il correspondait réellement. Et vous allez voir que dans les jours qui viennent, tout le monde va le reprendre. C'est-à-dire que là, on va être sur une communication un peu excessive de ceux qui ne vont pas vérifier l'information. Ils vont nous dire, oh là, attention, 14% aujourd'hui des dossiers de crédit immobilier sont bloqués. Ce qui est en soi sera un chiffre relativement très important. En plus, je ne le néglige pas. Mais moi, j'aimerais savoir tout simplement d'où il vient. Alors, ça, c'est un débat qui, de toute façon, n'est pas nouveau sur ce taux d'usure, etc. Peut-être qu'un jour, on calculera le taux d'usure mensuellement et puis qu'on se posera plus cette question. Demander la mensualisation en urgence, c'est une position défendable. Est-ce qu'il y a vraiment urgence? Non, il n'y a pas urgence en l'état actuel des choses. C'est un choix politique, effectivement, de politique publique, comment on détermine notre taux d'usure, comment on l'applique. Ça mérite un débat, très clairement, mais pas une urgence. Alors maintenant, sur ces questions-là, je reviens sur des profils qui ont été mis en avant, notamment par MySweetImo. Je décortique un petit peu plus ce que j'ai dit plus tôt dans l'épisode. Donc c'est vrai que les profils de plus de 60 ans avec problèmes de santé, ils sont réellement contraints par l'assurance emprunteur qui va leur coûter cher. Et les durées courtes, elles concentrent mécaniquement des frais fixes qui vont peser sur le TAEG. Là, le couple qui emprunte par exemple 80 000 euros sur 12 ans, il aura un poids relatif des frais fixes bien plus lourd qu'un couple qui emprunte 300 000 euros sur 25 ans. Donc ce type effectivement de dossier est ici pénalisé. Alors est-ce qu'il y a des solutions à tout ça ?
La première solution, effectivement, c'est la délégation d'assurance, loi Lagarde qui a été complétée par la loi Lemoine, qui permet finalement de mettre en concurrence de manière assez efficace, je pense, aujourd'hui, la partie assurance du coût du crédit immobilier et qui effectivement peut diviser de manière importante le coût de l'assurance pour un senior qui veut emprunter. Ça, c'est quand même le levier numéro 1. Il faut toujours le rappeler. Il faut mettre en concurrence ici l'assurance emprunteur. Et là, les courtiers sont extrêmement bien positionnés pour le faire. Voilà, ils ont des relais quand même que je trouve d'une grande efficacité aujourd'hui. D'où l'intérêt, vous voyez, mon propos n'est absolument pas de taper sur les courtiers parce que mais le courtier aujourd'hui c'est quand même quelqu'un qui a une vision d'ensemble pour défendre le dossier d'un client aussi bien sur la partie crédit immobilier que sur la partie assurance emprunteur. La deuxième solution, c'est d'allonger la durée du crédit immobilier, puisque comme je l'ai rappelé au tout début, quand j'expliquais comment étaient publiés les taux d'usure, plus on rentre dans une catégorie de crédit immobilier à durée longue, et plus le taux d'usure va être élevé. Donc, une des mécaniques pour échapper à ce fameux effet ciseau, c'est d'augmenter l'allongement de la durée du crédit. Évidemment, quand on fait ça, on augmente le coût total du crédit. Et puis, les marges de manœuvre sont pas les mêmes. Les marges de manœuvre sont pas les mêmes entre un couple qui emprunte à 55 ans et un couple qui emprunte à 30 ans. Celui qui emprunte à 30 ans, il peut évidemment emprunter sur une durée beaucoup plus longue que celui qui en a 55. Ce qui renvoie une nouvelle fois, c'était tout à fait vrai, de pointer les profils qui sont des profils de 55, 62 ans qui veulent emprunter, qui sont sous le coup de cet éventuel effet ciseau. Bien évidemment, l'autre solution, elle consiste à négocier les frais, frais de dossier, frais de courtage, etc. Là, chacun fera, et là, évidemment, le levier du courtier peut être absolument fondamental. Et puis, l'intégration des prêts aidés. Le PTZ, le prêt action logement, etc. En fait, qui vont diluer le TAEG et qui vont faire que ce TAEG sera plus faible avec ces prêts accessoires au prêt principal. Maintenant, pour ce qu'il faut retenir et se projeter un petit peu, si je fais une synthèse globale. L'alerte des courtiers, elle est techniquement fondée, mais elle est techniquement fondée sur des cas particuliers. Principalement donc les seniors, les profils seniors sur des durées courtes avec des assurances emprunteurs importantes. Les cas existent, ils sont réels, mais désolé, ils sont marginaux. Donc là, il faut remettre les choses à leur proportion. Ensuite, on a une alerte médiatique qui est disproportionnée, parce que la situation d'ensemble, c'est cet écart de 2 points aujourd'hui, on est très très loin du faible écart que l'on avait en juillet 2023. Pour autant, est-ce que l'alerte médiatique n'a aucun sens ? Non, elle peut avoir un sens parce qu'après tout, il peut être légitime de s'inquiéter si jamais les taux remontent très vite dans les mois qui viennent, situation budgétaire de la France, situation au Proche-Orient, etc. On connaît ici tous les éléments du dossier. Mais c'est trop tôt peut-être pour le faire, voilà. Donc parce que là on parle carrément d'urgence, etc. Maintenant, pour moi, c'est la vraie question de tout ça, elle est structurelle. Est-ce qu'il faut réformer le calcul du taux d'usure ? Moi, je pense que ça mérite un débat public, mais sûrement pas une décision d'urgence. Et vous voyez, moi, ce qui m'embête dans tout ça, c'est que le débat revient uniquement quand la situation se présente. C'est-à-dire qu'en fait, en 2023, la situation, effectivement, elle était alarmante. Et on s'est posé ces questions-là, faut-il réformer le calcul du taux d'usure ? Mais une fois que le problème a été résolu, on ne s'est plus posé la question. Et là, pendant quasiment plus d'1 an et demi, on a mis vraiment la poussière sous le tapis.
Moi, je trouve qu'il serait sain de se reposer la question, de la remettre dans le débat public, pourquoi pas à travers une discussion au Parlement, mais à une période où finalement, on n'est pas les mains dans le cambouis, on n'est pas dans l'urgence. Mais ça, c'est un problème très souvent du débat public. Alors maintenant, le conseil que je peux vous donner, si vous êtes éventuellement dans des situations d'emprunt en ce moment ou à venir, si vous êtes un profil standard, mais vraiment aucune inquiétude, alors là-dessus, vous oubliez toutes les alertes qui ont été faites, il n'y aura aucun problème sur votre dossier. Si vous êtes un profil à risque, je mets à risque entre guillemets, senior avec des problèmes de santé et des durées courtes, anticiper avec une délégation d'assurance dès le départ. Voilà, ça peut être un levier extrêmement important. Et puis si jamais votre banque, si vous êtes dans ces profils à risque, elle vous refusait pour cause de taux d'usure, demandez à ce moment-là une simulation avec une durée allongée. Comme je le disais à l'instant, une assurance déléguée, avant de baisser les bras quand même. Mais là, votre courtier sera l'interlocuteur favori pour jouer sur l'ensemble de ces leviers. Maintenant, si on se projette dans les mois qui viennent, on va surveiller avec attention la prochaine parution du taux d'usure fin juin 2026, mais avec ce décalage dont on a parlé, il va falloir là encore surveiller, et dans l'avant-dernier épisode, j'en avais dit quelques mots, l'évolution des OAT à 10 ans qui commandent quand même en grande partie les barèmes bancaires. Et puis, je n'ai aucun doute que si cette volatilité persistait, la Banque de France, à mon avis, réactiverait une mensualisation transitoire telle qu'on l'a connue en 2023. Est-ce que ce sera un drame ? Non. C'est pas le drame de mettre en place une mensualisation. Le drame, c'est peut-être de le faire, d'attendre trop longtemps. Parce qu'en 2023, la Banque de France avait quand même tardé à réagir. Ça avait été quand même problématique. Mais si on réagit très vite, en soi, c'est pas un souci. Eh bien, écoutez, j'espère que je vous ai éclairé du mieux que je pouvais sur cette problématique de taux d'usure. C'est une problématique assez technique, qui peut être assez complexe, mais ça permettait, en même temps, c'est un petit peu ce que je voulais faire à travers cet épisode. Je voulais aussi décrypter des informations relayées par la presse et regarder finalement de manière un petit peu plus froide et distante la réalité des chiffres. Donc, mûrissez tout ça, comme j'ai pu le faire en préparant cet épisode. Je vous dis à très bientôt et d'ici là, je vous souhaite d'excellentes journées pour vous et vos proches. À bientôt.